Bonjour et bienvenue dans notre reportage sur la jungle urbaine. Nous sommes actuellement dans le 93 et nous allons tenter de nous approcher au plus près de sa faune exotique. Suivez-moi. Yup. Surtout, ne faites pas de bruit. Je crois bien que nous avons trouvé de magnifiques spécimens de Kakatowesh juste derrière ce buisson. Jetons-y un coup d'œil. Si, wesh, ta mère, t'as vu? La nature dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Eh patron, vous faites quoi derrière un buisson comme ça? Ferme ton clapet, Gary, tu vas leur faire peur! Et c'était quoi ça? Eh vas-y, c'est les qu'à faut se tire! Non, Gary, tu gâches toujours tout, c'est un truc de ouf! C'était ça la blague de l'intro? De quoi? Les osios qui font des bruits de rappeurs, c'était la seule blague ou vous en avez d'autres après? Bah non, j'avais... Non, parce qu'après la vidéo elle va encore durer plus d'un quart d'heure et je sais que vous aimez pas trop ça, du coup si vous avez d'autres blagues... Ok, c'est bon, j'avais pas d'autres blagues, allez, tu me saoules, on va bosser, ça va. Non mais moi j'ai bien aimé la blague avec les oiseaux. Ferme ta gueule, Gary! Bonsoir et bienvenue dans ce débrief à propos des banlieues françaises. Ces zones de non-droit, où marcher seul la nuit équivaut à signer son arrêt de mort, où les dealers islamistes hantent les rues en écoutant un mélange d'insultes et de rythmes païens appelé rap. Je sais ce que vous allez dire. Ça a l'air énorme, mais ces endroits sont-ils vraiment si terribles? Les gens qui y habitent sont-ils vraiment de dangereux terroristes à la peau bronzée par les feux de voiture? Et le rap peut-il vraiment être considéré comme de la musique? Pour mieux comprendre ces banlieues, penchons-nous sur l'histoire de leur création, l'évolution de la perception du grand public par rapport à ces quartiers et à la culture qu'on peut y trouver. Les ancêtres des banlieues remontent au Second Empire. 5100 hectares sont ajoutés à Paris, qui passe de 12 arrondissements à 20, et la même chose arrive à la plupart des grandes villes. Ces nouvelles zones sont livrées à elles-mêmes. On y trouve les entrepôts de la grande industrie et les logements y sont miteux. Si les ouvriers aiment pas leur maison, et ben ils ont qu'à passer plus de temps à l'usine, voilà. La Première Guerre mondiale renforce l'industrialisation de ces banlieues. La population est alors très majoritairement ouvrière. Dans les années 20, on fait construire au gré des spéculations immobilières des hectares de pavillons de mauvaise qualité sans se soucier des infrastructures qui devraient aller avec. Ils voulaient construire, je cite, des machines à habiter. Pas à vivre, à habiter. En même temps, qui a besoin d'hôpitaux, d'écoles ou de transports pour aller à l'usine? Ils ont qu'à y aller à pied, ça leur fera leur petit sport du quotidien, c'est tout bénef. Mais avant de continuer, pour mieux comprendre l'évolution de ces banlieues, il faut comprendre l'état d'esprit des personnes en charge de les construire. Des personnes comme Henri Sellier. En juin 1936, Henri Sellier est ministre de la Santé publique du Front populaire. Constatant le taux de mortalité élevé causé par la maladie, il déclarera « Je suis pour une politique d'eugénisme. Il ne faut pas seulement que la natalité française augmente, il faut que la qualité de la race s'accroisse elle aussi. » En gros, il disait aux pauvres, je sais que vous êtes malades, que vous vivez dans la boue et que vos gosses y puent la syphilis à plein nez, mais vous inquiétez pas, on va vous construire un appart. Par contre, t'as intérêt à être discipliné, productif et poli parce que fais gaffe, je te surveille. Une autre personne déterminante dans la construction des banlieues est Eugène Claudius Petit, un militant chrétien s'inspirant des écrits de Le Corbusier. En 1948, il est nommé ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Il crée une nouvelle loi qui fait en sorte que la construction des banlieues doit être financée non plus par l'État, mais par les habitants et le privé. En gros, auparavant, l'État aidait les promoteurs à construire les immeubles et à les entretenir. C'est ce qu'on appelle l'aide à la pierre, ce qui permettait de garder les loyers assez bas. La conséquence de cette loi fut donc une augmentation drastique des loyers. Pour se loger correctement, les Français moins riches devront faire des choix. Moins boire, moins fumer, qu'il dira. Quel homme charmant! En même temps, je suis bien d'accord, le logement c'est pas un droit, ça se mérite! Et les riches, eux, ils peuvent boire, fumer et garder leur appart ou pas? Bah bien sûr, Gary, qu'ils peuvent, ils le méritent. Ils sont riches. Certains loyers augmentent de plus de 40%. Les communistes exigent une hausse des salaires pour compenser. Et les socialistes proposent de limiter la hausse à 33% pendant 6 mois. Le ministre s'y oppose. Que représente en effet une hausse de 33% pour un 2 pièces à Auxonne dont le loyer est de 92 francs par mois, qu'il dira? Je veux dire, ils sont déjà pauvres. Un peu plus, un peu moins, ça change pas grand-chose, non? Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Les communistes sont outrés, surtout quand on voit les dépenses faites pour la guerre d'Indochine au même moment. 150 milliards de francs par an. En même temps, faut faire un choix. Tuer les civils d'autres pays ou loger les civils de notre pays. Perso, le choix est vite fait. Le parti communiste est d'ailleurs très présent dans ces banlieues délaissées par les politiques. Ils organisent un réseau militant, des fêtes locales, une politisation de l'espace quotidien capable de retourner la stigmatisation attachée aux banlieues ouvrières. On appellera ça la ceinture rouge de Paris, puisque la banlieue entoure la ville. Car oui, avant que ce soit les Arabes, c'était les ouvriers les racailles de banlieue. La mode change avec le temps. Peut-être bientôt que ce sera vous, les racailles de banlieue.
banlieue. En 1950, on renomme les HBM, habitations à bon marché, en HLM, habitations à loyer modéré, car ils ne sont plus vraiment bon marché. Bienvenue dans votre habitation à bon marché. Ouais, mais c'est pas bon marché du tout, c'est même un peu cher pour ce que c'est. Ah bah oui, alors bienvenue dans votre habitation à loyer modéré. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Bah ça veut dire que ouais, c'est cher, mais ça pourrait être plus cher quoi. Ah. De 1946 à 1975, le parc immobilier français passe de 12,7 millions de logements à 21 millions. Olivier Guichard, ministre de l'Équipement, arrête la construction des grands ensembles le 21 mars 1973. Dans les années 50, ces nouveaux quartiers sont au top. Conçus entre autres par Le Corbusier, il y a des toilettes, des salles de bain, du chauffage. C'est bien mieux que certains logements en ville. Pour moi, c'était le luxe. On était au 14e étage. Il y avait un centre commercial de toute beauté. Et tous les gens étaient heureux d'être là-bas. On était heureux, tous. C'était la belle vie. C'était l'Amérique. La population y est très mixte. On peut y trouver des gens de la classe moyenne, des ouvriers et des harkis et des pieds noirs rapatriés après l'indépendance de l'Algérie en 1962. C'est dans les années 70 que ces quartiers perdent de leur superbe lorsque les immeubles commencent à vieillir prématurément et que le gouvernement de Raymond Barre met en place des aides pour la classe moyenne, leur permettant d'acheter des pavillons, laissant les plus pauvres dans les tours. En plus de ça, les deux chocs pétroliers ont fait exploser le chômage dans la classe ouvrière présente là-bas, et finalement, la politique de regroupement familial de Giscard d'Estaing fait sortir une bonne partie des travailleurs immigrés des foyers dans lesquels ils étaient hébergés pour aller dans ces logements avec la famille qui les a rejoints en France. Ces immigrés sont très nombreux puisque depuis la Première Guerre mondiale, la France a pompé la main-d'œuvre de ses anciennes et courantes colonies. On crée donc sciemment des zones de séparation de classe. Les riches sont dans les centres-villes, les modestes dans les pavillons, les pauvres et les étrangers dans les HLM. Au moins, on peut pas se planter. De plus, le 3 juillet 1974, le Conseil des ministres annonce une suspension officielle de l'immigration. Car les affaires changent. La France n'a plus besoin d'immigrés pas chers pour faire tourner les usines, puisqu'elle entame une politique de désindustrialisation. La France veut passer d'une économie industrielle à une économie de services, augmentant encore énormément le chômage dans les populations des banlieues, toujours principalement ouvrières. On empêche les femmes et les fils des immigrés à travailler, on expulse quiconque trouble l'ordre public et on fait la chasse aux personnes irrégulières. Oui, venez donc, on a besoin de vous pour faire nos guerres et nos usines, vous êtes tellement pas chers, indispensables à la France. Ah bah tant mieux, parce que comme vous avez colonisé nos pays, les bons boulots là-bas, c'est vous qui les avez alors... Ah, attendez, on me dit quelque chose dans mon oreillette invisible. Ah, désolé les amis, mais on n'a plus besoin de vous pouvez partir. Et surtout, n'oubliez pas de fermer la porte en sortant, hein. Mais maintenant ma vie elle est ici, j'ai un appart et j'ai même fait un gamin, il va devenir quoi? T'es en train de me dire que t'es pas content du système? C'est pas très réglo quoi, en plus les seuls apparts qu'on peut avoir, ils sont nuls à chier. Hey! Il est pas content du système! Non, c'est bon, je suis content, Quelle bande de racailles! Forcément, ça colle dans l'opinion publique une image d'indésirable, de surplus, de parasite aux populations immigrées, image que les politiques de droite cultivent encore et toujours. S'il y avait moins d'immigrés, il y aurait moins de chômage, moins de tensions dans certaines villes et certains quartiers. Ça c'est Chirac, mais il y a aussi Sarkozy avec son Karcher et son fameux... Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Regardez les enfants, c'est l'ami bouc émissaire. Vous pouvez rejeter tous les maux de la société sur lui sans jamais chercher les vraies causes de vos problèmes. Précarité, chômage, les choux de Bruxelles à la cantine. Et le meilleur, c'est que vous pouvez l'habiller comme vous voulez. En arabe, en communiste, en gamer ou encore en féministe. La vie est tellement plus simple avec un bouc émissaire. Lorsque ces populations étaient intégrées par le travail, elles étaient pratiquement invisibles. Mais dès que la deuxième génération, frappée de plein fouet par le chômage fait surface, elle devient tout de suite plus gênante. Des immeubles entiers sont parfois alloués spécifiquement à des communautés originaires d'un même pays, voire d'une même région, comme à la Paillade en périphérie de Montpellier pour les Marocains. Le communautarisme dans les cités, c'est un vrai fléau, c'est vrai quoi. On a beau tous les concentrer dans les mêmes quartiers, voire les mêmes immeubles, en faisant tout pour rendre leur intégration impossible, et pourtant, ils continuent à se renfermer sur eux-mêmes, c'est pas croyable. Pourquoi ils prennent pas exemple sur l'élite bourgeoise française, qui elle ne reste pas du tout entre elles-mêmes, et qui fait preuve d'une mixité d'âge, de genre et d'ethnie à toute épreuve, et c'est bien pour ça que ces gens-là peuvent faire la leçon aux autres sur le communautarisme. Et forcément, quand une population minoritaire est stigmatisée par les médias, les politiques et le monde du travail, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, des révoltes, des émeutes, bref, des grosses soirées. Et devinez qui est là pour faire régner l'ordre? On recense pas moins de 200 maghrébins tués entre 70 et 90 dans les banlieues, dont une part notable par des vigiles et des policiers. Beaucoup par balle. La plupart de ces cas sont très peu punis, voire pas du tout, car considérés comme délit et non comme crime. Who killed Hannibal?
Un cas qui montre bien la relation entre les jeunes des banlieues, la police et la justice française, et la mort de Bouna Traoré, 15 ans, et Zied Benna, 17 ans en 2005. Afin de fuir un contrôle de police, ces garçons se sont enfuis dans un site EDF et sont morts électrocutés. Les agents de police qui les suivaient les ont laissés rentrer sans intervenir, causant la mort des garçons. Le tribunal n'a pas retenu les charges de non-assistance à personne en danger pour lesquelles les deux policiers étaient poursuivis, car ils ont considéré qu'ils n'étaient pas conscients du danger que les jeunes encouraient. Malgré le fait que le policier était clairement à la radio, s'ils entrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau lorsqu'il les a vus enjamber la barrière. Ouais bah ils avaient qu'à pas fuir la police, ils l'ont bien cherché d'abord. On l'a bien vu avec la mort de Cédric Chouviat, tué étranglé par des policiers parce qu'il avait pas obéi immédiatement à leurs ordres. Vous voyez, c'est écrit ici, dans la loi française. Si quelqu'un n'obéit pas à la seconde près à un ordre d'un agent de police, sa vie n'a plus aucune valeur et sa mise à mort sans procès est acceptable face à la justice. Ah ouais, c'est vrai, c'est écrit ça? Non, pas vraiment, mais fais comme si personne dira rien. Faut imaginer la peur qu'inspire la police dans ces quartiers pour que des jeunes préfèrent se jeter dans une usine électrique plutôt que de se faire contrôler. Après, ils avaient sûrement un truc à se reprocher, hein. Genre à 15 ans, ils avaient peut-être séché un cours ou fumé un joint ou volé une mobilette. Dans tous les cas, leur vie valait déjà plus rien. Ou peut-être qu'ils avaient rien fait mais que le harcèlement policier est tellement présent que même les gens innocents ne se sentent pas en sécurité face à la police. Non, ils avaient dû fumer un joint. Ces événements déclencheront les émeutes de 2005 qui feront écho à la marche des beurs de 1983. Mais positif, ta chaîne elle est trop anti-flic, tu fais crâler sur la police, c'est bon. Moi j'ai un ami flic et il a tué aucun arabe, ça va. Oui bah moi, je vous parle d'institutions, pas d'individus, hein. Au bout d'un moment, leur chef il s'appelle l'Allemand et il a cette gueule. Si ton patron, c'est le général Tarkin de l'étoile de la mort, à un moment, faut se poser des questions, hein. C'est pas pour rien que les mecs ils se sont déguisés eux-mêmes en Stormtrooper. Ils assument le côté obscur, et moi j'adore leur honnêteté. Reprenons. À partir des années 80, après les premières émeutes urbaines, les gouvernements se disent qu'il faut un peu calmer les banlieues, en particulier les jeunes. Ils mettent alors en place ce qu'on appelle la politique de la ville, avec des moyens financiers et une administration dédiée. Ils trouvent sur place de nombreuses associations et des militants de l'éducation populaire qui œuvrent dans les domaines de la culture, la santé, de l'accès à l'emploi, des loisirs, etc. Le financement de ces associations a permis de développer plein d'actions et de nouveaux projets qui étaient plus ou moins réellement utiles aux gens. Faudrait pas que ce soit trop utile non plus. Mais heureusement, petit à petit, ce sont les logiques administratives et budgétaires qui ont remplacé l'intérêt des habitants. Ces structures devenues dépendantes de subventions, parfois utilisées à des fins politiques, ont de plus en plus de mal à émanciper les banlieues. Ouais, salut monsieur Laville, on aurait besoin d'argent pour créer un espace d'éducation populaire pour apprendre aux jeunes de quartier l'esprit critique et la libre pensée hors des carcans gouvernementaux. Ouais, non, c'est mort. Et puis toi, je vais te remplacer par un gars un peu plus présentable et un peu moins militant, ce sera plus simple à gérer. Eh mais attendez, vous avez pas le droit. Salutations aux glorieux représentants de notre grand et estimé gouvernement. Je viens humblement quérir quelques deniers afin d'acquérir des raquettes de ping-pong dans le but d'occuper les esprits de nos jeunes influençables dans un espace libre de toute réflexion politique et militante dans le grand respect de nos valeurs républicaines. Eh ben enfin quelqu'un qui dit des trucs sensés. Tiens, prends tes raquettes et je te passe un Mars en cadeau, ça me fait plaisir. Votre municipalité est trop bonne. Sans parler des écoles des quartiers qui font très bien leur travail en montrant dès le plus jeune âge aux enfants que la séparation des classes c'est très important dans tous les sens du terme, comme l'explique ce témoignage. Je me suis rendu compte de la différence qui était faite entre les enfants des tours et des villas. Les maîtresses ne voulaient pas les mélanger. Il y avait 3 groupes, le A pour les gamins bien, le B pour les moyens et le C pour les étrangers. Pour me punir d'avoir dit ça, ils avaient mis ma dernière fille dans le groupe C. Même au collège, ils mettaient tous les étrangers dans la classe des déficients mentaux. C'est ça le boulot de l'école, c'est de les préparer aux réalités qui les attendent plus tard, moi je vois pas le problème. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est quoi la réalité des banlieues? L'image médiatique de ces quartiers est-elle un reflet net de la réalité, ou bien un tissu de propagande fait pour consolider les politiques alarmistes et nationalistes? Eh ben, un peu des deux, mais le point de vue des médias est très exagéré. Des zones de non-droit existent dans certains quartiers, mais ça reste des cas assez rares. Et puis bon, qui a créé les parfaites conditions de pauvreté et d'isolation, et qui a laissé se développer le trafic sciemment, alors qu'ils étaient tout à fait capables d'endiguer la misère se créant dans les quartiers, mais qui préféraient regarder ailleurs et s'en servir plus tard comme bouc émissaire? Ça doit être Gary. Eh, pourquoi c'est ma faute? Parce que c'est toujours ta faute, Gary. Ah oui, j'oubliais. Le quotidien de ces quartiers est surtout composé de galères et d'humiliations. De galères pour trouver un job, pour changer de logement, d'humiliations car pour t'en sortir, tu dois tout le temps exhiber ton incapacité à t'assumer économiquement. Tu dois demander l'aide alimentaire, le RSA, les appels, tu dois obéir tout le temps à Pôle emploi. Et à chaque fois, devant chaque guichet, tu dois donner les preuves que tu galères à t'intégrer et tu montres tous les papiers qui prouvent que t'es dépendant du système. Ça aide, mais ouais, c'est un peu humiliant quand même, ouais. Des gens sont là pour t'apprendre à
élever tes gosses, à gérer ton budget, pour t'apprendre l'équilibre alimentaire et les économies d'énergie. Et c'est encore plus compliqué pour les femmes, surtout dans les familles monoparentales. Une belle bande d'assistés du système. En 2000, un grand plan de rénovation urbain s'est lancé et c'était super parce que ces dizaines de milliards ont permis de bien nourrir les architectes, les urbanistes, les entreprises de BTP, les paysagistes, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les sociétés mixtes d'aménagement. Monsieur, est-ce qu'il reste un petit bout du gâteau pour les habitants du quartier? Hein? Ouais, tiens, prends ça et refais-leur leur peinture, ça leur fera plaisir et ça augmentera le loyer comme ça. De plus, de nos jours, certaines banlieues sont victimes de gentrification, c'est-à-dire que des personnes avec plus de moyens arrivent dans ces quartiers, augmentant le prix de la vie là-bas et chassant progressivement les populations les plus pauvres, les forçant à s'exiler encore plus loin, rendant leur accès au travail encore plus compliqué. Et forcément, lorsqu'on galère et que la République ne veut activement pas de nous, eh ben on se regroupe dans une solidarité autre, par ethnie ou par religion. Surtout quand les médias mainstream passent leur vie à te taper sur la tête à toi et à toute ta famille, soit en te traitant de nuisance, d'assister en te disant de te bouger le cul, soit en te traitant avec pitié, qu'il faut t'aider, que t'es une victime. Dans tous les cas, t'es pas traité à égalité avec le reste de la population. Ce qui rend encore plus compliqué l'accès à la sacro-sainte intégration. Et lorsqu'il y en a un qui s'en sort, les médias le montrent comme une exception, comme un gars incroyable, sous-entendant que c'est l'exception qui confirme la règle. Si vous voulez en savoir plus sur la relation entre les médias et la banlieue, allez vous renseigner sur Julie Cédel. Mais malgré tout ça, attention parce que je risque de dire un truc qui risque de choquer certains d'entre vous, alors si vous avez le cœur fragile, je vous conseille de vous asseoir avant d'écouter ce que je vais dire. Ce qui caractérise le mieux ces terribles quartiers, ces zones de non-droit, ces banlieues à risque, ces repères de gobelins suintants, c'est leur terrible banalité. Bah ouais, avant d'être des quartiers à problème, des gens à problème, des cas sociaux, des chômeurs, des familles monoparentales, des jeunes, des immigrés, des gros bolos quoi. Avant tout ça, ces gens, c'est des gens. Des gens qui se démerdent comme ils peuvent, comme tout le monde, qui élèvent leurs gosses comme ils peuvent, comme tout le monde, des gens qui ont des peurs, des espoirs, tout ça, comme tout le monde. Il y a des cons, il y a des gens bien, comme ailleurs, comme partout, comme tout le monde. Ouais, je sais, c'est un peu anticlimatique dit comme ça, mais j'y peux rien si la réalité elle est chiante, moi. Du coup, avant de voir de la drogue, des feux de voiture, des racailles, de la misère et de la désolation, peut-être qu'il faudrait d'abord voir ces gens tels qu'ils sont. Des gens. Parce que sinon, tu risques de te retrouver comme le ministre Darmanin qui devient ouf dès qu'il voit un clip de rap et qui prend ça pour la réalité. Je sais pas qui c'est le plus gros cassos dans ce cas-là. Parce que bien sûr, il y a des problèmes en banlieue, mais ces problèmes, est-ce qu'ils viennent vraiment d'une population nuisante et stupide, ou d'un système discriminant et oppresseur, et d'une longue histoire de ségrégation? Moi je pense que c'est la faute de Gary. Quoi? Mais pourquoi? Oui, désolé, c'est ma faute. Désolé, j'ai pas fait exprès. Mais avec tout ça, j'ai pas répondu à la véritable question de l'épisode. Est-ce que le rap peut être considéré comme de la musique? Eh ben, laissez-moi vous dire une chose. Ici positif pour répandre les mauvaises augures. Moi je te fous des chiffres pendant que toi tu sers mes chaussures. PDG de l'enfer, si tu veux, eh bien viens me chercher. Moi c'est au Karcher que ça se fasse, je vais l'intégrer. Le stick c'est mon bled, les péchés, j'en fais mon métier. Encore plus street cred que le rap du Christophe Barbier. Avec mes stagiaires, pas de déconne, je les paye pas un rond. On n'oublie pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions.